Collègues, ce rapport, bien que nécessaire, appelé feuille de route de l'agriculture à énergie positive, est semble-t-il dénué de corporéité, un peu d'ailleurs à l'image des interventions de votre troubadour et de son jongleur du jour, pour ne pas les nommer, M. Lacaze et M. de Almeida Chavez. Vous soulevez dans ce rapport, Madame la Présidente, le fait que le secteur agricole est peu rémunérateur et par conséquent peu attractif. Mais à qui la faute? Qui prône depuis des années les accords de libre-échange? Qui donne un blanc-seing à la concurrence déloyale qui circule en Europe? Qui s'oppose aux retenues d'eau, mettant en péril certaines exploitations agricoles? Qui lance des campagnes anti-viande, mettant à mal les éleveurs? Qui incite à faire disparaître les vaches en prétextant qu'elles sont la principale cause du réchauffement climatique? Qui sont les précurseurs de l'agribashing? Qui sont ceux qui ont mis en opposition l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle? Eh bien, Madame la Présidente, ce sont vos amis. Passons maintenant au cœur du rapport. Pour mémoire, l'agriculture à énergie positive est un mode de production agricole qui se base sur 3 grands principes. Réduire les consommations d'énergie, récupérer de l'énergie et produire de l'énergie. L'objectif est, pour un système, de produire plus d'énergie que de non consommer et de maximiser son efficience énergétique et sa résilience. Cependant, il est difficile d'évaluer la réelle consommation d'énergie des activités agricoles et l'augmentation de leur efficience énergétique n'est pas toujours synonyme de sobriété. La durabilité des infrastructures de production d'énergie renouvelable et la compétition des cultures énergétiques avec la production alimentaire sont également sujettes à débat. Si l'on ne tient compte comme investissement énergétique que des panneaux et de leur installation technique, hors main-d'œuvre, le rendement énergétique des panneaux photovoltaïques est de 8 pour 1. En revanche, si l'on prend en compte toute la chaîne comprenant le transport des matériels, les fondations, les liaisons au réseau, l'entretien et la maintenance, la main-d'œuvre et la compensation des variations de production, nuit, mauvais temps, etc., par des centrales à gaz déjà existantes, ce rendement baisse à 2 pour 1. Vu tantôt comme un espoir et tantôt comme une menace, l'agrivoltaïsme s'installe indéniablement dans nos campagnes à la faveur du développement des énergies renouvelables. Certains y voient un rempart face au changement climatique, d'autres une concurrence avec la production agricole. Mais nous ne nous trompons pas. Il s'agit bien de produire l'énergie au service de l'agriculture et pas l'inverse. Les promesses de l'agrivoltaïsme, en combinant production d'électricité sur de larges surfaces et protection des cultures face aux aléas climatiques, a de quoi faire rêver. Mais attention aux dérives possibles. La stricte priorité doit demeurer l'installation d'agriculteurs et non de panneaux solaires. Le risque porte en effet sur un phénomène de spéculation et de détournement de la vocation nourricière des fermes dans un contexte démographique inédit. Les installations photovoltaïques doivent être installées en priorité sur les terres déjà artificialisées, notamment les terrains pollués, les toitures, les couvertures de parking. L'agrivoltaïsme ne doit pas être une notion marketing qui vise à légitimer un opportunisme foncier et financier dans un contexte économique et climatique difficile à supporter pour le monde paysan. Partout en France, des projets sont portés par des sociétés, souvent multinationales, qui s'enrichissent sur le dos des paysans en les dépossédant de leur autonomie. Pour exemple, dans le Maine-et-Loire, le cas emblématique des serres de Bourgneuf, aujourd'hui dépourvues de toute activité agricole. Dans la Nièvre, pas moins de 2000 hectares de terres agricoles sont menacés par l'installation de panneaux photovoltaïques au sol, sans parler évidemment du projet Solarzac dans l'Hérault. On dit aussi ne pas oublier le stockage du carbone dans les sols agricoles, qui offre un potentiel significatif d'atténuation du changement climatique tout en entraînant d'autres avantages. La promotion de la mise en œuvre à grande échelle de l'atténuation du changement climatique devrait être une priorité européenne. Mais à l'image de l'Europe, la politique agricole commune apporte à la fois les plus grandes possibilités d'adoption à grande échelle du stockage du carbone dans les sols agricoles et les plus grands obstacles à son essor. Alors que la France est en retard sur les objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par l'Europe, Emmanuel Macron souhaite accélérer les projets d'énergie solaire. Il convient plus que jamais de poser dès maintenant les garde-fous nécessaires pour le devenir des terres agricoles et donc de notre souveraineté alimentaire. C'est pourquoi le groupe Rassemblement national votera ce rapport. Mais nous ne nous trompons pas et soyons vigilants, car la production d'énergie renouvelable a des effets pervers qui sont multiples. Artificialisation qui porte atteinte à la vocation nourricière de la terre, précarisation des paysans, manne financière générant des conflits d'intérêts, perte de la qualité de vie au travail, dégradation des paysages, menaces pour la biodiversité. De même, l'agrivoltaïsme et les centrales nucléaires sur les terres agricoles ont un impact sur la disponibilité du foncier, en contradiction avec les installations d'agriculteurs pour assurer le renouvellement des générations. Notre priorité doit bien être le contrôle du foncier si nous voulons conserver nos exploitations afin de maintenir notre production agricole et non de la faire chuter. Merci.
Merci, monsieur.